Que dit le droit sur la fuite des militaires sur la ligne de front? Cela est notre thématique de cet avant-midi qui va bien évidemment nous réunir pendant 30 bonnes minutes avec Joe Okapi que j'appelle affectueusement ainsi. Madame, Messieurs, je vous retrouve tout juste après la pub. Bienvenue à tous. Monsieur Joe Okapi, vous le savez tout comme moi, il y a une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux, c'était hier. Un militaire est en train de se filmer, il dit vraiment nous sommes en train de fuir, nous laissons derrière nous la ville de Bukavu et là nous fuyons. Dites-nous alors, monsieur Joe Okapi, quelle est la définition juridique de la désertion ou donc de la fuite des militaires dans un conflit armé? Alors, Faustin, merci. La vidéo, comme vous venez de le dire, elle est devenue vraiment virale. Alors, d'une part, c'est une honte, et d'une autre part, c'est un manque de discipline. Parce que, déjà, fuir comme ça, en train de filmer, en train de montrer à la population comme si c'était une fierté de fuir, tout en injuriant les autorités du pays, je pense que c'est un manque de discipline. Je crois que nous allons y arriver. Mais d'entrée de jeu, pour répondre à votre première question, quelle est la définition juridique de la désertion? C'est que la fuite. Bien la fuite devant l'ennemi. Alors la désertion, par définition, parce qu'il y a plusieurs sortes de désertion. Alors d'abord la définition par des termes beaucoup plus simples, c'est que la désertion, c'est un acte des militaires de quitter ou bien de fuir son unité sans autorisation préalable du commandement. Et je peux ajouter avec l'intention de ne pas y revenir. Donc c'est ça. Comme les militaires n'avaient pas l'intention d'y revenir. En tout cas, ils n'avaient pas l'intention de revenir. Alors Faustin, pour beaucoup plus de clarté dans la définition, parce que la désertion en droit congolais, il y a la désertion simple. C'est une désertion qui se fait en temps de paix. Nous sommes en temps de paix, mais nous voyons que les militaires n'est pas à son poste. Le militaire a abandonné son unité. Là, nous sommes dans la désertion en temps dans la désertion simple, en temps de paix. Maintenant, la désertion, inspectikazu, la désertion, effectivement, la désertion dans les cas sous examen. Ah, ok. Alors, la désertion devant l'ennemi. En tout cas, l'article parle, le code pénal militaire parle de la désertion en face de l'ennemi. C'est cette fuite-là. Vous fuyez en laissant la place à l'ennemi pour que l'ennemi abatte la population. Donc c'est ça, c'est que nous avons assisté hier à Bukavu, même à Goma, dans les jours qui sont passés. Donc ils ont fui, ils ont abandonné, en tout cas, la population. Quelles sont les sanctions prévues dans les droits congolais pour les militaires qui fuient devant l'ennemi? Alors là, Faustin, nous allons lire le code militaire congolais. Alors le code militaire nous parle en tout cas de la désertion et le rouage, mais permet que, avant je n'entre dans ce que la loi a prévu contre la désertion, que je donne également une notion similaire à la désertion. Nous parlons de la capitulation. C'est-à-dire? La capitulation ou bien le défaitisme. Dans le mot défaitisme, il y a le mot défaite. Ok. Alors, la capitulation, c'est le fait également. C'est comme la désertion, de fuir. Alors, permettez, pour ce cas ici, de lire. Article 58 du Code pénal militaire. L'article d'ailleurs commence par la sanction. Et punit de mort. Peine de mort. Tout commandant d'une formation, d'une unité, d'une force, d'un aéronef ou d'un navire militaire qui, après avis d'un conseil de discipline, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi ou ordonné de cesser les combats ou amener le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce qu'il prescrivait les devoirs de l'honneur. Capitulation, d'ailleurs, dans le vrai sens, c'est ça, fuir même devant l'ennemi. La capitulation, c'est puni de mort. Alors, décortiquons cet article, Faustin. Je pense que je vais répondre directement à l'autre question posée. La capitulation, c'est le fait pour un commandant, avec toute son unité, de fuir devant l'ennemi. Tu n'as pas épuisé toutes les munitions. 2, tu as les militaires, ça veut dire les ressources humaines. Les militaires sont au front,
mais tu donnes l'ordre de fuir. Repli stratégique, on l'appelle ici. Hein? Oui, c'est le vocable que nous avons appris. Repli stratégique, repli stratégique. Finalement, nous replions chaque jour. Pendant que nous avons la munition, pendant que les militaires sont là. Peut-être pour protéger la population. Il y a d'ailleurs une question pareille que j'ai préparée pour vous. Hein? Effectivement, nous allons y arriver. Mais permettez d'abord que je termine la capitulation. Allez-y, maître. Alors, la munition n'est pas épuisée. Les troupes sont là. Mais il y a un commandement parce que, n'oubliez pas, Faustin, l'armée, c'est un service commandé. Ça veut dire qu'un subalterne ne doit obéissance à son supérieur. Et dès lors que le supérieur, au champ de bataille, dit de fuir, eh bien, vous fuyez. Moi, je n'utilise pas les mots de repli stratégique. Moi, j'utilise les mots fuir. Parce que c'est ce que la loi a utilisé également. Alors, nous ne savons pas comprendre. C'est ça la capitulation. Tout est à votre disposition. La logistique est là. Mais quand même, vous fuyez. La loi dit que vous êtes punissable de mort. C'est la peine de mort qui vous attend. Ça veut dire que tous ces commandants qui ont ordonné la fuite sont punissables, sont passibles de peine de mort. Ah bon? Effectivement, oui. C'est ce que la loi a prévu, le code pénal militaire, en l'occurrence l'article 58 en descendant. On parle de la capitulation. Dites-nous, maître, oui. Dans quel contexte un militaire peut être jugé légitimement avoir fui devant l'ennemi? Légitimement? Alors, maintenant, il y a des circonstances atténuantes qui peuvent faciliter ou bien occasionner la fuite des militaires. Nous ne disons pas que les militaires doivent mourir nécessairement au front. Ce n'est pas ce que je fustige. Ce n'est pas ce que je dis. Les militaires ne doivent pas mourir nécessairement au front. La première cause qui peut faire en sorte que les militaires puissent fuir, c'est l'intensité de la guerre. D'une manière légitime. Oui, oui. Dès lors que la guerre est supérieure aux attentes des militaires. Vous savez, nous sommes dans les rapports de force, Faustin. Dès lors que l'ennemi vient avec une force supérieure à la vôtre, Faustin, ne perdez pas la vie. Repli stratégique. Repli stratégique. En tout cas, le salut peut se trouver dans la fuite. Dès lors que les circonstances autour de la guerre sont intenses, plus que ce que vous entendiez, plus que votre entendement. De deux, dès lors que l'ennemi également est supérieur à vous stratégiquement, et même dans les ressources humaines, ça veut dire qu'il a un nombre élevé de militaires. Parce que nous sommes pendant la guerre, il faut en tout cas un nombre considérable de militaires au front. Dès lors que l'ennemi est en supériorité numérique, quand est-ce que vous êtes les militaires, et vous voyez que vous ne pouvez pas faire face, au lieu de perdre la vie, Faustin, en tout cas c'est légitime pour vous de reculer et d'attendre, de patienter les renforts si ils viendront. Est-ce que les droits internationaux humanitaires protègent-ils vraiment les militaires qui ont fui la guerre? Alors, les droits internationaux humanitaires ne protègent pas les militaires qui ont fui. Mais, surtout, les droits internationaux humanitaires, par définition d'abord, c'est l'ensemble des règles juridiques qui ont pour effet de limiter les effets de la guerre et de protéger les personnes qui ne participent pas et les personnes qui ne participent plus aux hostilités. Faustin, retenez les deux termes. Le pas ou plus. Il y a ceux qui ne participent pas aux hostilités. C'est la population civile. Moi et toi, nous ne participons pas à la guerre. Ça veut dire que les droits internationaux protègent nous les personnes qui ne participons pas. Maintenant également, les personnes qui ne participent plus. Le plus, ça veut dire... Les retraités peut-être. Tu as participé, pas les retraités. Tu as participé, mais tu ne participes plus. Comment j'explique? Tu es militaire, tu es au front. Tu vois que, je vais mourir pour rien. Pour rien comment? Alors que tu as de te battre pour la République. Non, pour rien, ça veut dire que je suis en infériorité de force. Dès lors que tu reconnais cela, tu dis, je risque de mourir. Mais l'État ne peut pas manquer la force sur le front. Non, Faustin, c'est la guerre. Il y a tout, il y a la munitions. Effectivement, oui. Mais parmi les belligérants, il y a toujours celui qui est plus fort que l'autre. Et dans les cas sous examen, nous voyons que la coalition AFC M23 est en train de nous mener sur le plan de la guerre. Nous devons quand même accepter, Faustin. Alors... C'est eux qui connaissent, c'est pas nous, hein? Mais nous sommes en train de voir, Faustin. Les faits sont clairs. C'était Bunagana, aujourd'hui c'est Goma. Bukavu, nous ne savons pas où est-ce que la guerre va nous amener. Alors, dès lors qu'un militaire remarque que je risque de mourir, alors que le militaire n'est pas obligatoirement obligé de mourir,
il peut se rendre. Et quand un militaire se rend, là, même dans un pays adverse, il peut se rendre. Soit devant l'ennemi, soit fuir devant, traverser les frontières. Alors, dès lors qu'un militaire se rend, là, il ne participe plus. Ah, ok. C'est là maintenant que le droit international intervient, il le protège. Ah, ok. Donc, les militaires qui ont fui, pardon, monsieur Josué, les militaires qui ont fui vers les Rwanda, là, ils sont protégés par le droit international humanitaire. Effectivement, les militaires qui sont partis au Rwanda, ils sont qui protégés. Qui ont fui vers les Rwanda. Oui, oui. Il faut dire les mots. Hein. Oui, oui, parce que quand ils sont partis au Rwanda, j'ai vu certaines vidéos, ils ont mis les mains pour dire que nous ne sommes pas dans la position offensive. Nous sommes sans attaque. Alors, c'est cela. Alors, dès lors que le militaire se rend, il est inoffensif et il est protégé par les droits internationaux humanitaires. La deuxième personne, ou bien la deuxième catégorie que les droits internationaux humanitaires protègent, sont les blessés de guerre. Ah, ok. Dès lors que tu es blessé, l'ennemi n'a plus le droit de te frapper. Si on te frappe? Dès lors que, maintenant, il y a deux cas. Tu peux être blessé de guerre, mais offensif. Ta jambe est amputée, mais quand même tu tires. Là, tu es nuisible devant l'ennemi. Là, il peut t'abattre. Ah, okay. Mais dès lors que tu es blessé de guerre, inoffensif, tu es protégé par les droits internationaux humanitaires. Troisième catégorie, qui sont protégés par les droits internationaux humanitaires, sont les militaires capturés. Faustin, il y a une différence entre les militaires qui se sont rendus et les militaires capturés. Et les militaires capturés. Capturés, ça veut dire que vous étiez en pleine guerre. Vous étiez en train de combattre. Et vous vous trouvez que vous ne pouvez plus combattre. Vous ne vous rendez pas, mais on vous capture. Dès lors qu'on vous capture, vous êtes inoffensif. Là, on doit vous protéger. Alors, ce sont ces personnes-là qui le droit international humanitaire protège. Ok, est-ce que la fuite des militaires est-elle perçue vraiment différemment selon les statuts de guerre? Surtout, là j'ai bel et bien signalé, surtout par la guerre d'agression ou bien la guerre de défense. Alors, il y a plusieurs sortes de guerres, Faustin. Comme on venait de le dire, guerre d'agression, guerre de libération, guerre idéologique. En tout cas, tout cela rentre dans le cadre des hostilités. Alors, un militaire, comment il est perçu? D'abord, Faustin, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'il y a un régime installé dans un pays, les militaires sont apolitiques. Ils sont sous ordre du commandant suprême de l'instant. Le président de la République. Les représentants de la République. Dès lors que le président de la République est changé, les mêmes militaires qui lui ont servi serviront le nouveau président. C'est cela. Souvenez-vous de l'histoire. Dès lors que Mzee entre au pouvoir, Laurent Désiré Kabila. Oui, Laurent Désiré Kabila, il chasse Mobutu. Il a rencontré une armée de Mobutu. Mais les mêmes militaires qui ont servi Mobutu ont servi sous les couleurs de Mzee Laurent Désiré Kabila. Cela veut dire que les militaires sont épargnés des histoires politiques. Alors, dès lors qu'il y a une guerre d'agression, les militaires doivent combattre pour le pays agressé. Ça veut dire les FARDC, dans les cas sous examen, doivent combattre pour le compte de la RDC. N'oublie pas, Faustin, les militaires ont juré de mourir pour l'État, pour le pays, pour la patrie. C'est leur serment, bien sûr. C'est leur serment. Ils sont comme les médecins. Les médecins prêtent serment d'Hippocrate avant d'exercer. Les militaires également prêtent serment. Donc, on va pour l'école en République démocratique du Congo. Nous allons mourir pour la patrie. Alors, dès lors qu'il y a une menace extérieure qui, en tout cas, gangrène les territoires, les militaires doivent, en tout cas, se comporter bien au front pour, en tout cas, maintenir l'intégrité du territoire national. Maintenant, c'est une guerre. Alors, il y a deux concepts ici. L'AFC et le M23 disent que c'est une guerre de libération. Ils viennent libérer la République démocratique du Congo. Dans les propos récents de M. Nanga, il a dit « Nous allons arriver jusqu'à Kinshasa ». Assurément. Assurément. Pour lui, c'est une lutte noble. Il veut libérer le peuple congolais. Il a motivé ses décisions. Alors, guerre de libération et guerre contre l'agression. Les FARDC sont dans une guerre contre l'agression. Pendant que même les fils du pays sont dans une guerre de libération. Alors, ici, dans les cas sous examen, selon les deux parties au conflit,
ce sont des guerres légitimes. Alors, ce que je peux dire, c'est que les soldats loyalistes, ça veut dire les FARDC, doivent continuer les hostilités, comme il se doit. Parce que selon eux, c'est une guerre contre l'agression rwandaise. Et Nanga dit c'est une guerre de libération. Alors, nous, en tant que citoyens congolais, nous avons un œil regardant sur nos forces militaires. Avec cette bavure, d'autant plus qu'ils sont en train de fuir, en train de filmer comme si c'était une blague. Donc, une affaire de guerre qui n'est pas prise au sérieux. Même par les militaires, nous voyons qu'il n'y a pas trop de sérieux. Alors, nous restons au milieu. Si c'est une libération du peuple congolais, tant mieux. Si c'est la liberté ou bien la libération, tant mieux, Faustin. Mais l'essentiel pour nous, c'est que la guerre finisse. Est-ce que les autorités militaires ou bien les autorités civiles et pourquoi pas la population peuvent vraiment considérer un militaire qui a fui de la ligne de front comme un criminel ou bien un traître? Alors, la traîtrise, Faustin, la traîtrise, Faustin, elle est perçue, comme je l'ai dit, elle est dans le cadre de la désertion et même de la fuite devant l'ennemi. Alors, quand tu fuis, j'ai donné les circonstances qui peuvent occasionner la fuite. Mais tu n'es pas dans cette circonstance-là. Pourquoi tu as fui si ce n'est pas la traîtrise? Donc, en tout cas, tous les militaires qui ont fui sont des traîtres. Sont des traîtres. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Et comment est-ce que la loi peut procéder pour mettre la main sur les militaires, par exemple, parce que ce ne sont pas tous les militaires qui se sont filmés. Dans les cas sous examen, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, comment est-ce que le droit ou bien la loi peut se comporter? Alors, Faustin, ce qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité pénale est individuelle. Le militaire qui a filmé, en train de parler, on mettra la main sur lui. Parce que ça relève d'une faute, d'une infraction de discipline dans l'armée. Parce qu'il y a des infractions dans l'armée, il y a des infractions contre les devoirs, contre les obligations de l'armée, également les infractions contre la discipline de l'armée. Vous savez, l'armée doit être disciplinée. Dès lors que nous voyons des indisciplines dans l'armée, comme la vidéo là, mais Faustin, c'est un indiscipliné, ces militaires. C'est comme s'il est en train de nous... Il se moque de nous. Il se moque de nous. Alors, Faustin, devant un militaire de Corneille Nangaa et un militaire très indiscipliné comme celui-là, le choix il est clair. Faustin, il n'y a pas d'occasion qui puisse occasionner l'indiscipline dans l'armée. On n'est pas justifié par un quelconque comportement, par indiscipline. La loi, en tout cas, n'accepte pas ça. Ça ne passe pas. C'est une discipline qui a, en tout cas... Vous savez, Faustin, la vidéo a circulé, même jusqu'à l'étranger. Assurément. Alors, imaginez ceux-là qui veulent nous aider, ils voient la blague dans notre propre armée. Mais ils vont s'abstenir de venir nous aider. Donc, de telles personnes doivent subir, en tout cas, la rigueur de la loi. J'ai vu, il est en train de citer les autres, venez parler, en train d'injurier. Mais on se demande, nous sommes dans quoi? Dans les cas sous examen, est-ce que c'est tous qui seront condamnés ou bien lui seul qui filmait? Alors, pour cette faute d'indiscipline, il sera condamné seul. Mais pour la fuite, la majorité, surtout le commandement de l'armée, celui qui a dit fouiller la capitulation. C'est ce que j'ai dit au début. Même les soldats des troupes qui ont réussi juste l'ordre. Parce que, en fait, le travail des militaires, c'est un travail de l'ordre. Effectivement, oui. Et alors, si on a donné l'ordre, fouiller, alors toi, tu as fouillé, tu as exécuté l'ordre. Est-ce qu'on peut te condamner aussi pour la fuite? Alors, comme j'ai dit, la capitulation, ça frappe beaucoup plus les commandants. Les chefs de l'unité. Celui qui a donné l'ordre de fuir. Pourquoi nous allons fuir pendant que nous avons les munitions, nous avons les hommes, tout est en place? Pourquoi nous fuyons? Donc, si je vous comprends bien, c'est le chef qui sera condamné de la capitulation. Oui. Mais le militaire qui s'est filmé sera condamné comme un indiscipliné. Effectivement, oui. Mais il y a également l'autre militaire qui, sans ordre, fuit. Bon? Bien qu'ils ne sont pas supérieurs. Ils voient que, non. Ils fuient. Déjà, ceux-là également seront poursuivis pour désertion. Alors, dans une audience en flagrance, M. Josué Okapi, dites-nous votre lecture sur
l'audience qui était hier à la prison de Bukavu, Oui. bien évidemment, il y avait les juges qui poursuivaient les militaires de la fuite devant l'ennemi. Et dans les cas d'espèce, eux aussi on fouille. Que dit le droit? Que dit le droit, bien sûr? Alors, Faustin, c'est amusant, mais également c'est frustrant. Les militaires... C'est un fait, au fait. Oui, c'est amusant. Oui. C'est un fait. Donc, entendre dire c'est amusant. Vous poursuiviez les gens pour fuir devant l'ennemi. Et l'ennemi est arrivé. Et l'ennemi est arrivé, vous avez également fui. Alors, sur le plan du droit, qui peut fuir ou bien qui peut être poursuivable pour désertion? C'est celui qui est devant l'ennemi, celui qui est en attaque avec l'ennemi, celui qui combat. Faustin, tout militaire n'est pas au front. Ça veut dire les juges qui siégeaient à Bukavu n'étaient pas au front. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être poursuivis. Lui, il avait le droit de fuir. Non, ou bien il n'a pas fui. Lui, c'est juste déplacer. Alors, fuir dans le sens de la désertion, nous ne pouvons pas retenir ça contre les juges militaires. Mais ceux-là qui étaient au front, qui ont fui, l'infraction de la désertion pèse sur eux. Donc, ne peut commettre l'infraction de désertion devant l'ennemi que celui qui est au front. Voilà. Donc, j'ai vu, c'est devenu viral. La population est en train de critiquer ceux-là, les juges qui ont fouillé aussi. Alors que la population qui se sont déplacés, qui n'ont pas fouillé. Alors, la population doit savoir que ceux-là n'ont pas commis l'infraction de désertion, fuite devant l'ennemi, mais ils ont quand même... Ils se sont déplacés. Oui, parce qu'ils sont des militaires. Oui, c'est ça. Ok. Que dit le droit, Monsieur Joe Okapi, sur les militaires qui se sont rendus? Voyez-vous? Oui. Là-bas au stade de l'unité, on l'avait amené à Rumangabo pour la formation. Et si le gouvernement revenait ici à Goma, est-ce que ces militaires peuvent être poursuivis s'ils rentraient dans les bonnes mains des autorités congolaises? Est-ce qu'ils peuvent être poursuivis par les droits? Déjà, vous avez souligné une hypothèse, la dernière ici, s'ils rentraient eux-mêmes. Alors, Faustin, nous sommes en temps de guerre. Et l'ennemi a ses stratégies. Alors, dès lors que les militaires se sont rendus, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas un bain de sang dans la ville de Goma. Ils sont rendus là-bas. Maintenant, ce n'est pas à eux de décider leur sort. C'est au M23 qu'ils ont capturé de décider leur sort. Alors, nous avons appris qu'ils sont au Mangabo pour une formation militaire. Alors, la formation militaire, ils seront envoyés où? Dans les champs de bataille pour comprendre leurs propres frères. C'est ça, en fait, Faustin. Et s'ils partaient combattre leurs propres frères, que dit le droit? Le droit n'a rien dit. Quand ça concerne ce genre d'actes. Ils seront en train de combattre parce que dès lors que, même s'il reconnaît que tel là-bas au fond, c'est mon frère, mais lui ne me reconnaît pas. Avant qu'il ne me tue, je l'élimine, bien qu'à contre-cœur. Vous voyez. Alors, dès lors que le gouvernement va rentrer et reprendre la cour normale des choses, je pense que si les militaires engagés au M23, pas par leur propre volonté, rentrent d'eux-mêmes, ils peuvent être réintégrés sans problème. Comment les droits traitent-ils les militaires qui sont forcés de participer, bien évidemment, dans des actions qu'ils considèrent comme des crimes de guerre? Voilà, Faustin. Forcés de participer dans des actions qu'ils considèrent. Alors, Faustin, ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée, c'est un service commandé. Mais il y a des exceptions à cette règle-là. Il y a deux tendances. Il y a ce que nous appelons la baïonnette intelligente et l'obéissance aveugle. Vous voyez? L'obéissance aveugle, je commence par là. L'obéissance aveugle, c'est le fait d'obéir à un ordre manifestement illégal. Un militaire sait que, en tout cas, cet ordre est illégal. Mais quand même, il se décide d'obéir. Là, il sera frappé. Il sera puni par la loi. Donc ça revient au même cas. Moi, je sais que fuir devant l'ennemi, c'est illégal. Puis le chef me dit de fuir. Donc je ne peux pas fuir alors. Alors, Faustin, ne mélangeons pas les choses. Permettez d'abord que je termine le premier cas pour revenir. Je suis en train de faire comprendre aux téléspectateurs. Oui, effectivement. Alors, je disais que l'obéissance aveugle, c'est le fait pour un militaire d'obéir à un ordre manifestement illégal. Revenons même à ton exemple. Le commandant au champ de bataille dit de fuir. Mais toi, tu vas rester seul. Si tout le monde est parti, toi, tu vas rester seul. Tu vas combattre toute une armée seule.
là, tu seras obligé de partir. C'est le commandant qui a donné l'ordre qui sera poursuivi. Tu vois maintenant la différence. Ok. Maintenant, dans le cadre où un militaire a obéi à un ordre de manifestement illégal, par exemple, un général vient devant un caporal et dit « Tue ces messieurs. Ah, ok. Ah, pourquoi je vais les tuer? Là, le caporal a le droit de refuser. Au nom du principe de la baïonnette intelligente. Ok. La baïonnette intelligente veut qu'un militaire puisse réfléchir à un ordre donné. Vous voyez? Dès lors que les militaires se disent que non, non, nous sommes en train de partir dans une mission suicide. Nous sommes en train de tuer notre propre population sur ordre de chef. Les militaires peuvent refuser. Ok. Ils peuvent refuser bien que c'est un service commandé. Ils peuvent dire non, non, ça c'est un ordre manifestement illégal. Un général ne peut pas venir ici et dire vous pouvez exterminer tous ces gens. Et vous les militaires, parce que c'est un ordre, vous tuez, vous serez poursuivis. Ok. Mais si vous refusez d'obéir à un ordre manifestement illégal, vous avez fait preuve de la baïonnette intelligente. Ah, ok. Vous êtes à applaudir. Monsieur Joe Okapi, Oui. quel dit le droit de Oui. ces militaires qu'on aurait, je le dis en conditionnel, qu'on aurait demandé de quitter de la ville de Goma. Et puis eux, par excès de patriotisme, ils ont refusé de quitter et se sont battus avec les M23 ici, en pleine ville de Goma. Alors, je ne sais pas, Et Faustin. ils ont causé beaucoup de dégâts. Quel dit le droit? Par excès de patriotisme, c'est une moquerie ou bien c'est une question? Excès de patriotisme. Et qui ont dit ça, en fait. Nous Alors, sommes patriotes, je les ai vus, j'ai vu voilà. dans les Alors, vidéos. limitons-nous par ce terme-là, le patriotisme, parce que excès de patriotisme, ça s'apparente à une moquerie Ok. contre les militaires qui se sont battus ici. Moi, je l'ai appelé excès. Parce que les ils sont partis, mais eux sont restés. Hein. Oui, ils sont partis, mais c'est dans le même procès où ils ont été jugés fuite devant l'ennemi. Ça veut dire que moi, je considère que les militaires qui sont restés comme étant des braves. Ok. Et effectivement, il faut ça. Fuir devant l'ennemi pendant que vous avez tous les matériels possibles, c'est une infraction. Alors eux, ils sont restés maintenant ici sans commandement. Tous les généraux étaient partis. Alors, ils ont fait du peu qu'ils pouvaient. Malheureusement, l'AFC M23 est venu avec une force de frappe. Ils ont neutralisé. Mais pour cela... Ce n'était pas une infraction? Non, non, ce n'était pas une infraction. Quelle infraction? Ils sont en train de se battre. Nous sommes en pleine guerre, Faustin. Se battre en pleine ville, ce n'est pas une infraction, Josué? Alors, se battre en pleine ville, pourquoi ça serait une infraction? Et se battre en plein village n'en est pas une. En pleine ville, dans la ville, il y a beaucoup de population concentrée. Mais au village, Faustin, moi je crois que nous ne devons pas considérer une ville comme étant beaucoup plus prépondérante que le village. Parce que dans toutes les deux contre 1, il y a la population. Il y a la population. Donc, généralement, c'est avec la modernité qu'on ne veut pas se battre en pleine ville. Mais en soi, dans l'arsenal juridique congolais, ce n'est pas une infraction. Ah bon? Effectivement, oui. Ce n'est pas une infraction? Ce n'est pas une infraction. Nous sommes en pleine guerre et nous devons combattre. Ah, mais il y a maintenant, écoute, en droit international, il y a ce que nous appelons le principe de distinction. Ok. Le principe de distinction veut que il faut distinguer les objectifs militaires des objectifs civils. Donc un militaire ne doit pas tirer sur les civils. C'est ce qui est interdit, c'est ce qui est infraction. Okay. C'est ce qui est infraction. Donc, et les ennemis et les forces terroristes doivent éviter de prendre un bouclier humain. Donc, c'est cacher derrière la population et commencer à tirer. Le problème, c'est qu'un militaire vient ici et occasionne des tirs à partir d'ici, pendant qu'ici, il y a la population. Ça, c'est une infraction. Ah, ok. Ça, c'est une infraction. Parce qu'en droit international, il y a des notions comme la perfidie. La perfidie, elle est prohibée. Un militaire qui est censé être en tenue militaire, il change de tenue. Il est en tenue civile avec un revolver. Quand il voit l'ennemi, il le tire. Non, non. Ces manœuvres-là sont des infractions en droit international humanitaire. Ok, maître. Effectivement, oui. Alors, peut-être une dernière question que j'ai préparée pour mes téléspectateurs. Ah oui. Et quel est le rôle des justices militaires dans les jugements des soldats accusés de désertion ou de fuite des temps de guerre? Alors, vous savez, Faustin, les juges, en tout cas, sont les véritables églises au milieu du village. Les juges sont la bouche de la loi. Vous savez, nous, les avocats disent les faits et les juges disent les droits.
Ok. Alors, le juge, étant la bouche de la loi, doit frapper fort à la peine la plus maximale possible contre ceux-là qui ont commis la capitulation et la désertion devant l'ennemi, sans cause. J'ai donné les causes pour fuir. Assurément. Alors, tous ces généraux-là qui ont fui, c'est une honte et doivent être punis sévèrement par la loi. Effectivement. C'était l'ordre venu de très haut, Très haut, ça veut dire quoi? de l'autorité suprême, par exemple. Soyez clair, Faustin, très haut, c'est qui? De l'autorité suprême, par exemple. L'autorité suprême, c'est qui? Le président de la République, Il donne l'ordre de fuir. par exemple. J'ai dit par exemple. Alors, c'est du n'importe quoi. Pas de fuir, de se retirer stratégiquement, on l'appelle retrait stratégique. Repli stratégique. Repli stratégique. Faustin, est-ce que vous êtes au courant, autant que moi, que depuis Bonagana, nous faisons des replis stratégiques? Nous allons replier jusqu'où? Faustin, si il y a deux manières de sortir de la guerre, par la voie diplomatique et par la voie belliqueuse. Dès lors qu'une voie ne tient plus, appliquez l'autre voie. Okay. Je l'ai dit dans l'émission passée ici. Prenons l'histoire, consultons l'histoire. La Première Guerre mondiale s'est sanctionnée par la création des sociétés des nations, SDN. La Deuxième Guerre mondiale, même chose, la création de l'ONU. Il y avait les hostilités. Et mais en fin de compte, nous allons nous battre jusqu'à quand? Faisons des accords. Alors, Faustin, nous ne faisons que nous battre. Quand même, essayons avec l'autre voie. Quelle voie, par exemple? La voie du dialogue, Faustin. Pour vous, les négociations, vraiment, c'est très important. Faustin, moi je crois À ce stade ici, le salut du peuple congolais, c'est les négociations. Dans les dialogues. Ah bon? En tout cas, nous devons dialoguer, Faustin. Nous avons vu les limites de certains, et en tout cas, ça n'avantage pas le peuple congolais de fuir chaque jour, de mourir chaque jour. Dialoguons autour d'une table. J'ai aimé la démarche des prêtres, des pasteurs. 5 ans SSC, hein? Oui, oui. Ils sont en train de préconiser le dialogue, qui est la voie des armes. Nous avons vu les limites, Faustin. Alors, mettons-nous autour d'une table. Dialoguons. Dialoguons. Je sais que, Faustin, si le dialogue sera franc, nous trouverons des solutions pour le peuple congolais. Même si nous perdons des terres, pour vous, il faut seulement dialoguer. Mais le dialogue le dialogue n'a pas eu lieu. Pourquoi vous fustigez que l'on va perdre des terres? On va perdre quelle terre? Mais Faustin, article 214, une fine de la Constitution, dit que nulle cession de terre, nulle portion du territoire congolais ne peut être cédée sans l'accord de la population. Sans l'avis de la population, aucune cession de terre, aucune cession du territoire national. Alors, on parle de quoi? Le dialogue n'a pas encore eu lieu, mais déjà, les terres vont partir. Elles iront où? Attendons le dialogue. En tout cas, attendons le dialogue. Vous ne craignez pas de mixage et consorts? Les mixages et consorts, Faustin, nous ne connaissons pas les contenus du dialogue. Attendons qu'il y ait dialogue. Pour la question, si vous ne craignez pas les mixages. Alors, c'est une crainte. Brassages. Effectivement, c'est une crainte. C'est une crainte, oui. Mais dialoguons d'abord. Dialoguons. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Maître Joe Okapi qui demande, bien évidemment, le dialogue pour mettre fin à cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je signale que les M23 AFC, avec ses militaires, sont déjà dans la ville de Bukavu. Nous sommes au site qui vous mène et contrôle pas encore toute la ville de Bukavu. Il y a les affrontements jusqu'à 10h, heure de Goma, de ce samedi. Dites-nous, Monsieur Josué Okapi, qu'est-ce que vous avez à dire en conclusion de cette émission? Alors, en conclusion, Faustin, c'est beaucoup plus ce qui est la rigueur de la loi contre tous ces commandants et leur unité qui, en tout cas, fuient à l'occasion de rien. Dès lors qu'il y a des munitions, dès lors qu'il y a les hommes, vous devez mener des hostilités. Fuir comme ça pour rien, c'est en tout cas, c'est saboter même l'État. C'est une injure contre l'État. Donc, que le code pénal
militaire frappe tous ces gens-là. Alors, l'intention de la population, c'est que tenons fort. Je sais qu'une lumière de gloire est en train de venir. Il est temps pour nous, Faustin, finalement, de vivre la paix. Parce que moi, je n'ai jamais connu de paix. Je suis né dans la guerre, grandi dans la guerre, et bientôt je vais me marier dans la guerre. C'est que je ne veux pas. Je ne veux pas en tout cas me marier dans la guerre. Et donc vous êtes déjà fiancé, vous avez déjà trouvé? Hier c'était le 14. Hein? Faustin, ça se relève de ma vie privée. Madame, messieurs, c'est avec ce sourire que nous sommes en train de jeter de l'encre à cette production d'aujourd'hui. Aujourd'hui, monsieur Josué Okapi avait beaucoup de la matière. Hein? Au lieu de 30 minutes initialement prévues pour cette émission, nous avons passé 42 minutes sur ces plateaux de Web Information TV. Madame, messieurs, continuons toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir. Au revoir.